Ohio les Nakama et bienvenue sur ce podcast. Si les termes de Rasengan, de Gearthird, de Ultra Instinct, de Toman, de Sasageyo ou encore du souffle de l'eau 3ème mouvement te parlent, tu es au bon endroit. Je m'appelle Ségolène, et oui, comme Ségolène Royal. Je suis une otaku et tous les vendredis je te parle de manga. Alors enfile ton chapeau de paille et prépare tes kunai parce que là, ça va être plus ultra. Bonne écoute! Ça y est, le dernier tome de l'Attaque des Titans de Shingeki no Kyojin est sorti le 14 octobre 2021 et vient clôturer le manga presque 12 ans après la sortie initiale des premiers chapitres. Et quel chef-d'œuvre mes amis, mais vraiment quel chef-d'œuvre. SNK, l'Attaque des Titans, c'est masterclass. Ce manga ne laisse évidemment pas indifférent, soit on aime, enfin on adore, soit on déteste. Grâce à Netflix, de nombreuses personnes qui ne sont pas forcément des fans de manga ont pu découvrir cette œuvre qui est devenue un véritable succès interplanétaire. C'est pour moi l'un des shonen les plus marquant de cette décennie, à tel point que la fin de cette histoire a déclenché de nombreuses polémiques et l'auteur lui-même a déclaré ne pas être pleinement satisfait de sa fin et il est déçu de ne pas avoir pu conclure son récit en répondant à toutes les questions qu'ont pu se poser les lecteurs pendant la durée de cette œuvre. Alors petit disclaimer, il risque d'y avoir des spoils dans cet épisode, donc si vous n'avez pas fini l'œuvre, je vous recommande de ne pas forcément aller plus loin dans cet épisode et de revenir l'écouter quand vous aurez terminé le manga. Comme toujours, un rapide rappel de cette œuvre, donc le mangaka, l'auteur, c'est Hajime Isayama, que tout le monde connaît, et il faut savoir que Hajime Isayama est très jeune et il n'est âgé que de 23 ans quand il lance SNK. La date de parution donc au Japon c'était en septembre 2009 jusqu'en avril 2021, et en France ça a été en juin 2013 jusqu'en octobre 2021, et ça a été publié par les éditions Pika. Il y a évidemment un animé qui est également un animé masterclass qui a d'abord été mis en animation par les studios 8 entre 2013 et 2018, puis il a été repris par les fameux studios que tout le monde connaît, MAPPA, entre 2020 et 2021. Et il y a une ultime saison pour la partie finale qui sort en janvier 2022. Un petit résumé de l'histoire de l'Attaque des Titans, c'est l'histoire de Eren. Donc Eren, c'est un jeune garçon qui a environ 12-13 ans au début de l'histoire, qui est avec sa sœur adoptive qui s'appelle Mikasa et leur super amie qui s'appelle Armin. Ils sont en train de se promener dans leur ville, une ville qui est entourée par des très très hautes murailles. La particularité du monde dans lequel ils vivent, c'est qu'ils ne peuvent pas sortir au-delà de ces murs parce que le reste du monde est infesté de titans, des titans qui sont mangeurs d'hommes. Du coup, tout ce qu'il reste de l'humanité vit plus ou moins paisiblement entre trois murs, le mur Sina, le mur Rose et le mur Maria. Mais les trois enfants, Eren, Mikasa et Armin, sont rapidement arrêtés dans leur promenade parce qu'un titan gigantesque, dont on apprendra plus tard que le nom est le titan colossal, qui mesure plus de 60 mètres, c'est le plus grand titan de tous les titans, il apparaît au-dessus d'un des murs, donc du mur Maria, et il crée une brèche dans laquelle plusieurs titans dévoreurs d'humains pénètrent, donc ils réussissent à rentrer à travers les murs et ils font un massacre. Eren et Mikasa voient donc leur mère se faire dévorer devant leurs yeux par un titan avec un sourire gigantesque, et eux-mêmes sont sauvés in extremis par un membre de la garnison. Donc la garnison, c'est une armée spéciale qui est censée protéger les civils et les murs des attaques de titans. En grandissant, du coup, Eren, Mikasa et Armin décident de s'engager dans la 104e brigade afin d'apprendre à combattre et à vaincre les titans. Brigade dans laquelle ils se font de nouveaux camarades qui ont approximativement le même âge qu'eux, et quelques années plus tard, on les retrouve et ils luttent de nouveau contre les titans, et petit à petit, on va découvrir de nombreux secrets sur les titans et sur leur monde de manière générale. Donc voilà, ça c'est un résumé vraiment global parce que c'est assez difficile de résumer cette œuvre qui est très complète et très complexe surtout, mais on va voir ça au fur et à mesure de l'épisode. Qu'est-ce qui fait que SNK, l'Attaque des Titans, est une œuvre aussi interplanétaire, un succès aussi grandiose qui a marqué vraiment tout le monde ? Déjà, moi j'aime beaucoup les dessins d'Isayama. Alors je sais qu'il a été très critiqué, notamment au début où on disait que ses dessins n'étaient pas forcément très beaux. Et ben moi je trouve qu'ils ont toujours été très bien dessinés et un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Effectivement, il y a un glow-up évident entre les premiers et les derniers tomes, ça c'est sûr et certain. Mais je trouve qu'il a un trait qui est assez unique et que ses personnages et ses décors sont vraiment très beaux. Ensuite, évidemment, dans SNK, on a tout le contexte de l'histoire, tout le contexte historique, tout le contexte géopolitique, tout le contexte militaire et tout le contexte tout simplement humain de cette histoire. Il y a vraiment un lore qui est exceptionnel dans SNK, c'est une vraie création d'un monde à part entière. Il y a différentes nations, il y a différents pays, il y a des guerres, il y a des alliances, il y a des conflits, il y a des injustices, il y a des rebelles, ne serait-ce qu'au sein même de l'île de Paradis. Donc l'île de Paradis, c'est l'île sur laquelle Eren, Mikasa et Armin habitent. Dès le début de l'histoire, on nous explique tout le contexte politique qu'il y a entre les différents murs. Donc les riches
riches, ils sont vraiment au milieu, mur le plus lointain, le plus éloigné de l'extérieur, et les gens un petit peu plus les gens sont modestes et ont moins d'argent, plus ils sont vers les murs les plus proches de l'extérieur. L'organisation aussi des différentes milices au sein des murs, donc il y a le bataillon d'exploration, donc le bataillon d'exploration il effectue des expéditions à l'extérieur des murs pour tenter de reconquérir le territoire des humains auprès des titans. Ensuite on a la garnison, dont on parlait tout à l'heure, la garnison qui protège la ville et qui protège ses habitants, et qui protège aussi les murs du coup. Et enfin on a les brigades spéciales, alors les brigades spéciales elles opèrent sous l'autorité royale de l'île de Paradis, elles ont un rythme de vie plutôt tranquille à l'intérieur des murs. Donc une fois que l'on a découvert que l'île du Paradis finalement ne contient pas le reste de l'humanité et qu'en fait c'est une île où des gens sont isolés et qu'on ment à ses habitants depuis des années, on comprend que cette histoire est également une métaphore évidente du contexte mondial des grandes guerres qu'on a pu connaître mondiales, notamment la Seconde Guerre mondiale, avec entre autres un peuple qui est martyrisé, qui est mis à l'écart, qui est exterminé, à qui on donne des petits brassards avec des étoiles dessus. Donc j'imagine que pour tout le monde, ça rappelle quelque chose d'assez évident. C'est une histoire qui est très riche et qui est très bien pensée, tout est très réfléchi, tout est très détaillé, c'est vraiment un monde très complexe, et il faut reconnaître que c'est quand même un manga où les tomes sont assez importants et qu'ils contiennent en général beaucoup de pages, et il y a vraiment énormément d'informations qui sont données dans chaque tome. Donc c'est vraiment des tomes qui sont très denses, contrairement à des mangas où on va avoir beaucoup de dessins, beaucoup de décors, pas forcément beaucoup de dialogue. Dans SNK c'est très compact et il y a énormément d'informations à digérer à chacun des tomes qu'on va pouvoir lire de cette histoire. Ensuite, on a tout ce qui va concerner la mythologie. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de mythologie dans SNK puisque ça parle des histoires de titans. Donc comme le contexte général de l'histoire, toute cette mythologie-là est très bien maîtrisée, notamment avec l'histoire d'Ymir. Donc Ymir qui est la grande déesse, le titan originel, la première personne à avoir bénéficié du pouvoir des titans. L'histoire est assez glauque parce que c'est quand même des histoires un petit peu déprimantes, mais elle est très poussée, elle est très détaillée et du coup elle reste cohérente, et il semblerait pour le coup que ce soit inspiré de mythes japonais qui existent réellement. Une des grandes richesses de cette œuvre, c'est tous les rebondissements et tout le suspense qu'il y a. Alors malheureusement, personnellement, moi je n'ai jamais accroché à Game of Thrones, mais j'ai cru comprendre que SNK y était souvent comparé, parce qu'il y a ce côté où vraiment on n'est jamais à l'abri de rien dans l'histoire. Il vaut mieux pas s'attacher trop aux personnages parce qu'on sait jamais réellement quelle va être leur durée de vie et ce qui va leur arriver, tout comme tout ce qui va concerner les trahisons, les coups dans le dos, les retournements de veste qui sont hyper présents dans l'histoire. Qu'on n'est jamais sûr de rien, on s'attend à être surpris à chaque fois, on essaye vraiment de pas se laisser trop déborder par les sentiments parce qu'on se dit potentiellement ce personnage là que j'apprécie beaucoup, dans 2 épisodes il sera plus là. Donc vraiment l'auteur n'a pas de pitié pour ces personnages, il l'a dit lui-même, le but étant de faire une histoire qui ne sera pas joyeuse, et dans l'idéal il avait même déclaré qu'il voulait que la fin soit tragique de son histoire. Et c'est encore plus accentué dans l'animé où pratiquement à chaque fin d'épisode on nous laisse sur du suspense, sur un cliffhanger de malade, époustouflant, qui nous frustre vachement de devoir se dire merde, faut que j'attende la semaine prochaine pour avoir la suite. Donc vraiment c'est un rythme très soutenu dans cette histoire. On n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est super prenant, super rythmé, super rapide. Donc voilà, on voit pas passer l'œuvre et ça c'est vraiment sympa. Évidemment, une autre des richesses de cette histoire, ce sont les personnages, parce que dans ce manga, il y a des personnages très emblématiques. À commencer par le personnage d'Eren. Donc Eren, le personnage principal, qui est relativement compliqué, relativement complexe, relativement ambigu. Plus l'histoire avance, plus on a du mal à le suivre et plus on se dit mais qu'est-ce qui lui arrive? Donc c'est difficile, Eren, de le comparer à d'autres héros de shonen classiques, parce que si vraiment on devait en choisir, il englobe plusieurs personnages à la fois. C'est un personnage qui évolue beaucoup entre le début de l'histoire. Au début de l'histoire, voilà, c'est un ado classique, c'est un jeune garçon agaçant, un peu naïf, qui a plein d'idéaux, qui a plein de goals dans sa vie, où il se dit voilà, moi je veux faire ci dans ma vie, je veux faire ça, je veux battre des titans, je veux libérer l'humanité. Voilà, il a plein de principes, plein de belles histoires qu'il a envie de se raconter, et au fur et à mesure de l'œuvre, évidemment, il évolue parce qu'il lui arrive énormément de choses, notamment l'acquisition du titan assaillant, donc il finit par se retrouver lui-même avec un pouvoir de titan, lui qui voulait justement combattre les titans, donc avec ça arrive évidemment une multitude de choses, et du coup en grandissant, forcément il devient un petit peu plus adulte, un petit peu plus mature, un petit peu plus conscient de ses actes. Donc il passe vraiment du statut de personnage principal un peu classique du shonen, un peu mou mais gentil et attaché à ses amis, et d'un coup il se retrouve au statut d'anti-héros, voire même d'antagoniste, puisque finalement à la fin c'est le reste du monde contre Eren qui a envie d'éradiquer l'humanité, donc il devient un assassin, il devient un révolutionnaire. C'est un petit peu déstabilisant parce que on comprend pas trop pourquoi il passe du statut du gentil mec qui est prêt à se dévouer pour ses potes parce qu'il ne lui reste plus que ça,
Konoha au gars qui a envie d'éradiquer l'humanité entière. Même si, évidemment, avec la fin de l'histoire, on comprend ses motivations. Et du coup, avec cette fin notamment, il est régulièrement comparé au personnage d'Itachi dans Naruto, Itachi Uchiwa, le frère de Sasuke, car Itachi aussi a sacrifié sa vie, a sacrifié sa famille, a sacrifié pratiquement tout pour tenter de sauver son village et l'honneur de Konoha, et Eren, c'est ce qui lui arrive finalement. Il est prêt à éradiquer l'humanité pour sauver ses amis, pour sauver le peuple de l'île de Paradis. Donc effectivement, chacun a ses motivations et chacun interprète les actions d'Eren à sa manière. Pour certains, ça va être un terroriste et on comprend pas ce qu'il a fait, malgré les bonnes intentions qu'il avait derrière. Pour d'autres, ce sera juste un garçon qui était complètement perdu et qui s'est retrouvé avec un poids beaucoup trop lourd pour ses épaules et qui du coup a dû faire des choix et qui n'étaient pas forcément les bons. Mais bon, c'est toujours facile de juger les gens quand on n'est pas dans leur situation. Et je pense que nous-mêmes, si on avait hérité d'un pouvoir de titan et qu'il fallait que la pression du monde et de l'humanité était sur nos épaules, peut-être qu'on aurait agi comme Eren. Parce que c'est vrai qu'il faut pas oublier que Eren, quand même, on lui a mis des idées dans la tête et il était quand même entouré de gens qui avaient des pulsions presque meurtrières envers son peuple, et donc il a tout fait pour essayer de sortir de ça. Et effectivement, au premier abord, c'est difficile parce que Eren, pendant une grosse partie de l'histoire, il passe pour un espèce de gros connard. On a plutôt tendance à le détester, et parce que voilà, il a vrillé sous le poids de son ego complètement démesuré, et moi la première, franchement, je le trouvais insupportable, et limite j'avais qu'une envie, c'était qu'il le crève et qu'il meure, quoi. Ensuite, on a évidemment les personnages secondaires qui ont aussi des rôles très importants et chacun a des moments clés de l'histoire. Donc, par exemple, et notamment Mikasa et Armin, qui sont les deux meilleurs amis d'Eren, enfin c'est ses amis proches. Donc Mikasa qui a grandi avec Eren, qui a été adopté par sa famille parce que sa propre famille s'est fait assassiner, donc il y a vraiment une affection profonde pour Eren. On apprend bien évidemment par la suite qu'elle est amoureuse de lui et que c'est réciproque. Armin qui est le meilleur ami, qui est un peu le gentil pote qu'on a tous, qui est pas très fort, qui est un petit peu faible mais qui est brillantissime et qu'on est content d'avoir parmi nous parce que finalement il nous aide grâce à ses idées révolutionnaires. Et finalement Armin aussi va avoir un développement très intéressant de l'histoire, il va vraiment passer d'un statut de petit garçon un peu faiblard au statut du titan colossal qu'il va récupérer et qui va devenir vraiment un peu le chef des amis d'Eren, parce que voilà, il a une intelligence un peu supérieure et tout le monde va même le comparer au Major Erwin, parce qu'il a son côté intelligence, stratégique qui est vraiment très développé au fur et à mesure de l'histoire. Mikasa, quant à elle, elle est un peu difficile à cerner, elle est souvent agaçante pendant une bonne partie de l'histoire. C'est un peu l'ombre d'Eren, elle le suit partout, elle est vraiment tout le temps à dire Eren, 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 sa vie c'est Eren, c'est défendre Eren quoi qu'il arrive. Mais après, c'est une combattante extrêmement puissante, elle est naturellement très douée, donc elle fait partie de la lignée Ackerman, qui sont donc des grands combattants de titans. Côté très énervante, très agaçante, parce qu'un peu toutou d'Eren et elle prend pas beaucoup de décisions par elle-même. Ensuite, on a leurs camarades de la 104e brigade. Évidemment, au fur et à mesure de l'histoire, il y a beaucoup de pertes parmi leurs camarades. Alors, je n'en dirai pas plus parce que je ne veux pas spoiler. Il y a aussi des personnes qui finalement s'avèrent être des traîtres, d'autres qui se font tuer, d'autres qui survivent et qui restent du côté des gentils, heureusement. Mais chacun a une petite histoire, on en apprend souvent un petit peu plus sur chacun des personnages au fur et à mesure de l'histoire. Donc l'auteur distille les informations sur le passé des uns et des autres à petite dose. Ensuite, on a les membres des différentes escouades. Alors, c'est très difficile de ne pas citer un personnage comme justement Levi Ackerman. Donc Levi Ackerman qui est le chef d'escouade du bataillon d'exploration et qui est le meilleur soldat de tous les temps. Encore une fois, malgré sa petite taille. Et oui, Levi ne mesure que 1m60. Ou encore le Major Erwin qui est très charismatique, qui est un excellent leader de troupe. Ou encore évidemment Hansi, Zoé qui est passionnée par les titans et qui les étudie, mais qui reste quand même une fière combattante et une fière soldate, qui va devoir elle aussi prendre des décisions importantes. Les antagonistes, alors les antagonistes exaspérants, alors évidemment le peuple Mar, c'est le premier antagoniste, on va dire, qui est le plus conséquent. On a beau les haïr de tout notre cœur, mais ils sont très bien trouvés et très bien travaillés. Par exemple, un personnage comme Gabi, je pense qu'on a tous haï Gabi du plus profond de notre âme, mais finalement, on se rend compte que c'est des personnages qui ont eux aussi subi des grosses souffrances et qui ont aussi eu beaucoup de peine et qui finalement défendent leurs propres intérêts. Et c'est ce qui du coup va nous amener au point d'après que je trouve l'une des réussites de ce récit, qui est le côté ambivalent de cette histoire. Parce que c'est vrai que pendant une grande partie de l'œuvre, on croit qu'il n'y a que les habitants de l'île de Paradis et que le reste de l'humanité a été décimé. Donc ça c'est un fait. Puis au fur et à mesure de l'histoire, on découvre que finalement en fait pas du tout et qu'eux ils sont juste isolés sur une île parce qu'ils dérangent le reste du monde et ils font peur au reste du monde avec leur pouvoir de titan. Et du coup on les a exilés là en leur effaçant la mémoire pour que du coup le reste du monde puisse être tranquille. Donc eux ça fait des centaines d'années qu'ils vivent sur cette île en pensant qu'ils sont les seuls survivants de toute l'humanité. On découvre aussi qu'ils ont été réduits à l'esclavagisme, ils ont été réduits
réduits à l'esclavagisme par le peuple Mar, qui finalement avait peur d'eux, donc a agi en conséquence de cause. Le peuple Mar, on adore les détester parce que vraiment ils ont la panoplie des gros connards de l'histoire, mais plus le temps passe, plus finalement on finit par comprendre que chacun a suivi ses idéaux, chacun a voulu défendre son peuple, chacun avait ses raisons et ses motivations de se battre, et que finalement c'est difficile de dire que tout est complètement blanc ou tout est complètement noir, et que chacun a essayé de sauver sa propre vie et sa propre communauté. Donc ça amène forcément à se poser des questions sur le bien, sur le mal, sur la guerre, sur les limites qu'on a le droit de poser aux autres, les intérêts des uns et des autres. Donc vraiment c'est une œuvre qui fait réfléchir à des problèmes de société qui sont réellement actuels et réellement ancrés dans le monde réel. Ensuite, on a des scènes de combat qui sont vraiment exceptionnelles. SNK, ça reste du shonen, donc ça reste, on va dire, un manga un peu de baston, un manga pour les jeunes garçons. Et donc, dans cette histoire, il y a des scènes de combat épiques, notamment avec les titans, parce que du coup, les titans, ça les amène à se battre contre les titans avec leur fameux équipement tridimensionnel. Et donc, par exemple, pour en citer qu'une, c'est l'une des scènes les plus marquantes, l'un des combats les plus exceptionnels d'SNK, et je pense que ça reste même dans le top 10 des combats les plus importants, tout manga confondu. C'est les combats de Levi Ackerman contre le titan bestial. Ils sont exceptionnels. Le premier déjà sur l'île de Paradis était incroyable. Il va y en avoir un autre, bon, on va apprendre après que c'est un coup monté, et puis enfin le dernier combat contre ce titan dans la dernière saison de l'animé et dans le manga, il est exceptionnel, mais exceptionnel. Levi, c'est un spectacle quand il se bat, et vraiment avec toute la musique, toute l'animation en plus derrière. Déjà dans le manga c'était beau, mais alors animé par Mappa, qui pour le coup a été quand même beaucoup critiqué, mais malgré tout ça reste quand même des scènes exceptionnelles, et ça a été évidemment sublimé par cet animé. Et justement, parlons-en de cet animé. Il y a eu évidemment des rebondissements parce qu'il y a eu des changements de studio, donc entre WIT et Mappa. Beaucoup de personnes ont été déçues parce que les chara-design ont pas mal changé entre les deux adaptations. Et au début, c'est vrai que les chara-design de Mappa, on avait du mal à s'y faire. Et surtout, ce qui a été vivement critiqué, c'est que Mappa a beaucoup intégré l'utilisation de la CGI, qui, de toute façon, de manière générale, est critiquée pratiquement à chaque fois qu'on en met quelque part, ce que je trouve un peu dommage. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même une franche réussite. Les dessins sont très beaux, ça change un petit peu je trouve, des mangas classiques qu'on connaît. Il y a aussi, alors moins, j'ai l'impression, de parties censurées dans l'animation de Mappa. Personnellement, moi j'ai découvert SNK par l'animé d'abord, mais comme je suis hyper impatiente et que j'étais à fond dans l'histoire, impossible d'attendre pour connaître la suite, donc je me suis ruée sur les scans et ensuite par les mangas. Sur les mangas, pardon. Honnêtement, c'est assez difficile de trouver des points négatifs à cette histoire, parce que c'est une œuvre qui a réussi à se hisser au statut de chef-d'œuvre, mais vraiment littéralement, ça fait pour beaucoup de personnes, ça fait partie de leur top 3, voire leur manga préféré. C'est une histoire, comme je l'ai dit, qui est très dense, qui est extrêmement prenante, et c'est peut-être le seul défaut du coup, c'est les défauts de ses qualités, c'est qu'il y a énormément d'infos, énormément d'histoires, énormément de ramifications, et finalement c'est ce qui fait que potentiellement on peut décrocher de cette histoire. Je peux comprendre qu'avec le rythme de publication, etc., c'est pas forcément évident de bien suivre. Alors moi je sais que j'ai pas trop été concernée par ce problème parce que j'ai découvert SNK assez tardivement, donc pendant la période du confinement, donc j'ai tout pu rattraper d'un coup, mais je peux imaginer que pour les gens qui suivent depuis le début, une histoire qui est aussi complexe, si le rythme de parution n'est pas intense et n'est pas vraiment régulier, je pense qu'on peut décrocher parce qu'on se dit oh, c'est trop compliqué, j'arrive pas à suivre, je lâche l'affaire. Donc c'est vraiment peut-être le seul défaut de cette œuvre. Même si je pense qu'avec la sortie de ce dernier tome, on va être très nombreux à nous refaire toute la saga depuis le début en manga parce que c'est incroyable et ce sera beaucoup plus facile éventuellement de recomprendre toutes les subtilités de l'œuvre en recommençant tout d'une traite et tout depuis le début. En conclusion, moi je dirais que SNK mérite parfaitement son statut de chef-d'œuvre, et ce, malgré cette fin qui a été très controversée. Déjà parce que le pauvre Isayama, il a dû réadapter son histoire plusieurs fois, suite aux commentaires et aux retours de ses fans, ce que finalement il aurait peut-être pas dû faire. Et finalement, cette fin, moi je la trouve assez à l'image du reste du manga. Elle est mystérieuse, elle est complexe, elle est énigmatique, donc c'est une fin ouverte qui permet de s'imaginer la suite des événements, et qui potentiellement pourrait être aussi un point de départ pour une suite, si un jour l'auteur en ressent le besoin ou l'envie, et pour se lancer sur une nouvelle histoire. Donc au final, à la fin de l'œuvre, personne n'est vraiment sûr d'avoir tout compris, personne n'est vraiment sûr de son interprétation, et tout le monde réussit à avoir une interprétation un petit peu différente. Et de toute façon, on remarque que de manière générale, c'est très dur pour les mangaka de faire des fins qui font l'unanimité finalement. On peut citer plein de mangas qui sont dans cette situation-là, ne serait-ce que Naruto pour ne citer que lui. Désolé, je cite encore Naruto. Mais vraiment, voilà, la fin n'était pas exceptionnelle par rapport au reste de l'histoire. Et je pense que c'est difficile finalement pour ces auteurs, après avoir eu une hype, un succès énorme, de pas céder à la pression et de réussir à trouver une issue qui finalement satisfait tout le monde. De toute façon, c'est impossible, et comme on le dit, on ne plaît jamais à tout le monde, donc il y aura toujours des gens qui seront mécontents.
Et pour ceux qui ont lu le manga dans son intégralité ainsi que la toute dernière petite BD de fin, on voit Eren, Armin et Mikasa qui sortent du cinéma et qui commentent la fin du film qu'ils viennent de voir. Et ils ne sont pas d'accord sur cette fin. Car Armin est déçu de la fin parce qu'il explique qu'il a cogité pendant des années et des années sur cette histoire et que ses questions sont restées un petit peu sans réponse. Mikasa, elle est satisfaite, elle explique que c'est ce qui rend justement l'intrigue intéressante, c'est les défauts de l'histoire. Et Eren, lui, dit qu'il est juste content d'avoir pu aller voir le film avec ses amis et qu'il espère que s'il y a une suite, ils pourront retourner la voir ensemble. Donc on comprend que clairement, c'est un clin d'œil d'Isayama à ses lecteurs, un clin d'œil d'Isayama aux différentes critiques qu'il a pu recevoir suite à la fin de cette œuvre qu'il a retravaillé plusieurs fois et qu'il a dû revoir. Et donc en conclusion, voilà, moi je pense que tout ce qu'on peut dire c'est bravo Isayama pour cette œuvre qui nous a tous transcendés et surtout merci de nous avoir fait rêver pendant toutes ces années avec cette œuvre qui est l'Attaque des Titans. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Pour que je puisse devenir la Hokage du pays du podcast, n'hésite pas à me mettre une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça me donnera évidemment du ki et du chakra pour préparer la suite. Sayonara et à vendredi pour un prochain épisode.